Salut, bienvenue aujourd'hui pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est-à-dire est-ce que je peux m'installer à mon compte et comment tu as fait? Voilà, comment tu es parvenu à t'installer à ton compte et quels sont les tenants, les aboutissants de toute l'histoire. Voilà, donc on va essayer de faire un point sur l'installation à son compte en tant que menuisier de village comme moi je le suis et de vivre une aventure qui est quand même assez formidable. Alors, je tiens d'abord à dire que mon installation en tant que menuisier dans un petit village en Auvergne date d'il y a une dizaine d'années à peu près. Et mon activité de menuisier tout court, ça date d'il y a une quinzaine d'années. Donc c'est beaucoup plus ancien que ma chaîne YouTube. C'est totalement indépendant et il faut d'abord voir qu'une entreprise, il faut qu'elle fonctionne en autonomie, sans aide extérieure comme l'aide de YouTube ou comme l'aide de la famille pour les premiers chantiers. Il faut qu'une entreprise, elle fonctionne comme il faut. J'ai commencé comme beaucoup de monde dans le monde de la menuiserie et du bricolage en faisant des petits boulots à droite à gauche pour les copains, pour la famille, pour voilà, des connaissances. Mais à terme, il faut de toute façon que son entreprise, pour qu'elle soit viable et pour qu'elle progresse, pour qu'on fasse des boulots intéressants, il faut qu'elle se subvienne à elle-même, c'est-à-dire que les chantiers qu'on obtient, que ce soit en ébénisterie ou en menuiserie ou en bricolage d'une manière générale, il faut que ça soit autofinancé par des clients extérieurs. Il ne faut pas compter que sur la famille qui va vous faire bosser un petit moment, les copains aussi un petit moment, mais honnêtement, ce n'est pas les meilleurs clients parce qu'on n'est pas sur des tarifs tout à fait clairs et nets. Et c'est en travaillant avec des vrais clients qu'on ne connaît pas avant de commencer de travailler qu'on voit la véritable santé d'une entreprise. Et le fait de travailler tout seul, c'est une entreprise. Même si ton activité c'est en auto-entrepreneuriat et c'est un statut qui est pas mal pour commencer, ça permet vraiment de se mesurer à la vie d'entrepreneur. Ensuite, il faut assez rapidement passer à un statut plus sérieux et plus confortable aussi, parce que le statut d'auto-entrepreneur est pas si bien que ça. Mais je vais vous expliquer. À moins d'acheter une entreprise ou de reprendre l'entreprise de son père ou de son oncle ou de son patron, il faut construire son entreprise. C'est-à-dire qu'il faut partir d'à peu près zéro et construire petit à petit une clientèle, un réseau, des fournisseurs, des clients qui sont efficaces, qui vont se refiler eux-mêmes ton adresse les uns les autres et qui vont te faire travailler. Et pour ça, il faut partir en gros de zéro. Moi, je suis parti de zéro et j'ai eu l'occasion de fabriquer une très grosse mezzanine dans un appartement lyonnais que j'occupais. Et de fil en aiguille, des copains m'ont demandé du travail chez eux, et puis les copains des copains, et puis la famille, et puis de petit à petit, je me suis construit une clientèle. Ça, c'était à une époque où j'habitais à Lyon. Et ensuite, j'ai déménagé ici, je suis revenu ici en Auvergne chez moi. Et donc j'ai presque repris de nouveau à zéro la clientèle, parce que de retour au pays après une dizaine d'années passées à l'extérieur, les gens ils ne sont pas précipités sur moi pour me faire travailler. Il a fallu que j'aille les chercher, il a fallu que je fasse un chantier. En fait, j'ai fait un chantier, je vous mets une petite image, un chantier encore une autre mezzanine qui était vraiment énorme. Et c'est dans un lieu qui accueille du public et qui a fait que on m'a demandé de venir travailler chez des gens, faire des cuisines, faire des escaliers, faire des meubles, faire des petits bricolages. Au début, il faut un peu tout prendre tout ce qui se présente et tout ce qui est disponible sur le marché. Essayer de travailler en réseau avec les autres menuisiers, c'est pas forcément toujours évident parce que en tant que nouveau, on a l'impression qu'on va aller marcher sur les plates-bandes des autres. Et puis en fait, honnêtement, ce qui se passe ici localement en Haute-Loire, on a du boulot. Il y a du boulot pour tout le monde, il y a du boulot pour tous les goûts, pour tous les niveaux, dans le sens où il y a des gens qui sont plus équipés que moi pour faire une cuisine complète. Ils sont mieux équipés que moi et qui pourront sortir un tarif qui sera plus intéressant.
Moi, là où je m'en sors, c'est que je fais un truc sur mesure, je fais un truc en utilisant des matériaux comme du valchromate, voilà, en restant accessible, simple, en faisant moi-même les objets ou en construisant. Vous voyez dans mes films ce que je fais. Et c'est ça que j'arrive à vendre localement. Au début de votre activité, il va falloir faire avec les moyens du bord. Moi, j'y suis allé très progressivement en matière d'équipement. L'atelier, ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. C'est une maison qu'on a rénovée il y a 7 ans maintenant. Donc l'atelier, j'y suis plus ou moins rentré il y a 6 ans et je l'ai amélioré progressivement. Avant, j'avais un atelier en gros dans un garage, j'avais un atelier dans le coffre du camion ou dans le coffre de la voiture même, et donc je travaillais sur chantier. Beaucoup fait ça, j'ai fait ça pendant des années, et progressivement, en travaillant et en rentrant du chiffre d'affaires, j'ai pu réinvestir une partie de ce chiffre d'affaires dans des machines, dans un atelier, dans des outils, et je l'ai fait progressivement. J'ai actuellement un emprunt qui doit être autour de 150 € à peu près par mois. J'en ai encore une année à payer et c'est à peu près tout. C'est tout ce que j'ai emprunté. J'estime, alors je ne sais pas si c'est une très bonne stratégie au niveau de la gestion, mais je m'en sors, j'investis quand j'ai de l'argent et j'emprunte pas du tout, ou quasiment pas. Et donc je m'en sors comme ça. Quand j'ai un peu de sous, j'investis. Si j'ai besoin d'une machine, et ben voilà, j'ai utilisé le système des acomptes sur un chantier pour investir dans une machine, telle la Domino. Voilà, c'est un peu plus de 1000 €. Donc voilà, si tu as un chantier qui arrive et puis tu sens que tu vas avoir besoin ou que ça va être utile, et ben c'est le moment de sauter le pas et d'investir dans une machine comme ça. Les grosses machines là, voilà, j'ai négocié des tarifs d'occasion pour les acheter d'occasion. La raboteuse, finalement, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 1200 balles. Donc il faut être un peu à l'affût, un peu tout le temps pour trouver des bonnes occasions, les acheter au moment où on en a besoin, pas les acheter un an à l'avance, ça sert à rien, parce que c'est de l'argent qui est dépensé un peu pour rien. Donc à mon avis, il vaut mieux y aller progressivement, acheter juste ce dont on a besoin, au fur et à mesure qu'on en a besoin. Après, être entrepreneur, c'est une sorte d'état d'esprit quand même, hein. Sans parler d'être Bernard Tapie, il faut avoir un esprit d'entrepreneur, avoir pas peur des risques qu'on prend des fois ou des galères qu'on connaît des fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en galère, d'être tous les comptes dans le rouge et de ne pas savoir comment on va s'en sortir. Je suis toujours retombé sur mes pattes, mais des fois ça a tenu à pas grand-chose, hein. Un chantier annulé, ou voilà une galère sur un chantier qui fait qu'on dépense un peu plus d'argent, ou le boulot qui n'arrive pas et on ne sait pas comment faire pour démarcher, pour proposer son boulot. Dans des moments de galère, il m'est arrivé de poster des annonces sur Le Bon Coin pour proposer mes services dans la fabrication d'escaliers, de tables, de je ne sais quoi, ce que vous avez envie de faire, ce que vous savez faire, et ça marchait pas mal. Donc je mettais une annonce, il y a quelques années c'était encore gratuit, maintenant avec un numéro de SIRET c'est payant, mais c'est pas horriblement cher. Je crois que c'est 3 ou 4 € l'annonce, donc ça vaut pas mal le coup. Et quasiment à chaque fois ça a fait mouche, j'ai fait au moins une touche, et certaines fois j'ai eu du boulot. Donc le Bon Coin, c'est une assez bonne manière de contacter des gens pour le travail. Généralement, les gens qui me contactaient par Le Bon Coin, c'est des gens qui étaient nouveaux dans la région ou des étrangers qui connaissaient personne localement et voilà, qui cherchaient une cuisine, à faire une cuisine ou faire un meuble. Et donc, ils tombaient sur moi comme ça. Et d'ailleurs, la grosse mezzanine que j'ai fait, qui m'a rapporté finalement beaucoup de travail, c'était, si je me souviens bien, c'était par l'intermédiaire du Bon Coin que ça avait marché. Et voilà, donc c'est une solution qui est pas mal du tout, qui présente un avantage, c'est de ne pas connaître les clients. Moi, je trouve que c'est très bien de ne pas connaître les clients au départ, parce que c'est beaucoup plus facile de présenter un devis au vrai tarif du marché, au vrai tarif d'un travail de menuisier, et pas un boulot qu'on fait pour la famille ou les copains, où forcément il y aura un petit coup de main, un petit coup de... tout sera un petit peu biaisé, et j'aime pas beaucoup travailler pour des connaissances en tout cas. Je
préfère vous voyez mes clients, les vous voyez jusqu'au bout du chantier, même s'ils sont très sympas, et quitte à devenir copains après, comme ça peut être le cas. Ensuite, on peut se tutoyer, on peut faire des barbecues ensemble, mais le temps du travail, on se vous voit, et c'est ça crée une sorte de distance, et c'est pas plus mal. D'autre part, moi je préfère mes chantiers quand ils sont un petit peu à l'extérieur du village, c'est-à-dire à 10-15 km. Ça met une distance physique et ça évite aux clients de revenir te voir pour te demander ah bah tiens, tu pourrais me bricoler ci, bricoler ça. Voilà, moi j'aime pas les chantiers qui sont juste à côté. Ça m'est arrivé de travailler juste à côté de là où j'étais. Et ça, c'est pas que ça s'est mal fini, mais je trouve que c'est plus difficile à gérer. Alors ma compagne, elle est secrétaire déjà depuis longtemps, et ce qui fait une rentrée d'argent sûre et permanente dans la maison. Et c'est une sécurité qu'on a déjà utilisée plusieurs fois parce que voilà, mes sous ils ne rentraient pas, ou alors j'avais moins de boulot, ou alors toutes les factures s'étaient accumulées et puis a été prélevées en même temps. Enfin, c'est des fois des concordances, c'est des fois des concours de circonstances qui fait que on se retrouve dans le rouge, et puis il faut prendre une brasse coulée et puis remonter un peu plus tard. Normalement, ça remonte si l'entreprise elle est viable, mais voilà, c'est des points critiques qui peuvent faire chuter une entreprise et qui peuvent vous faire couler assez rapidement, parce qu'il ne faut pas très très longtemps. Le RSI, eux, ils ne s'arrêtent pas de prélever. Les fournisseurs, quand on a une traite à payer, voilà, elle est prélevée, mettons le 26 du mois, et pouf, ça tombe, on a 1000 euros en moins. Et voilà, donc il faut arriver à gérer ça. Parce que le client, il n'aura pas forcément payé le 26, parce que lui, il s'en fout, ou parce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire la facture, ou parce que le boulot n'est pas tout à fait fini, donc on ne peut pas facturer. Enfin, des fois, c'est compliqué. Alors, des fois, je demande un deuxième acompte. J'ai demandé l'acompte au moment de la signature. Des fois, je demande un deuxième acompte sur des chantiers un peu longs, des cuisines un peu complexes, où il y a beaucoup de quincaillerie, par exemple, parce que l'achat de quincaillerie, par exemple, ça peut représenter plus que le tiers qu'on demande habituellement en acompte. Alors parmi les statuts qui existent en France, il y en a plein. Moi j'ai commencé comme tout le monde, comme auto-entrepreneur. Ça a duré pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans. Et voilà, j'ai été content avec ce statut jusqu'au jour où je suis passé au réel normal, c'est-à-dire déclaration de TVA, on récupère la TVA, on refacture la TVA, et avec une compta tout à fait complète qui est faite par un comptable. Alors un comptable, ça coûte entre 1200 et 1600 euros par an, pardon. Et donc cette somme, ça paraît absolument effrayant, absolument énorme, et en fait c'est vraiment pas cher, parce que un comptable, quand c'est un bon comptable, même sur une petite comptabilité comme la mienne, il va réussir avec des jeux d'écriture comptable, avec des conseils, avec tout un tas de choses, il va réussir à vous faire économiser beaucoup plus que ce qu'on a investi dans ces services, en fait. Et l'un dans l'autre, vraiment le statut de artisan au réel normal, avec déclaration de TVA, avec toute la totalité des options d'un entrepreneur individuel, c'est la meilleure, je trouve. On peut protéger sa maison de la saisie par une lettre d'insaisissabilité, c'est dur à dire, qu'on déclare chez un notaire. Ça coûte une quinzaine d'euros, une trentaine d'euros, je ne sais plus. Mais voilà, on a rajouté une ligne par acte notarié pour protéger la maison du foyer. En cas de déraillement de mon entreprise, ils pourront saisir plein de choses, y compris tous les outils, le camion, tout ce qui appartient à l'entreprise. Ils pourront poursuivre ensuite pour récupérer de l'argent, si jamais je pars avec des dettes, mais ils ne pourront pas toucher à la maison. Et on aura toujours un toit pour s'abriter. Alors l'idée de se mettre en société, en SARL, en EURL, en SAS, Société par Action Simplifiée, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire pour juste une personne comme moi qui suis, qui est client après client. Voilà, je fais une cuisine, je la livre, je fais une cuisine, je la livre.
je fais un meuble, je le livre, et puis voilà. Je ne trouve pas que ce soit vraiment nécessaire. Ça apporte, ça coûte cher au départ, et je vois pas que ça apporte grand-chose. Du moment, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut protéger la maison, enfin l'endroit où on habite. De toute façon, une société, si j'étais en société et que je fais faillite, on viendra me saisir tout l'outillage. On s'en prendra pas forcément à moi en personne, mais l'un dans l'autre, j'aurai pas le droit de continuer à travailler parce que voilà, je vais être dans le rouge de toute façon, euh, et, euh, et je trouve que c'est pas vraiment utile. Pour ma compta que j'ai dans un cabinet comptable là dans le coin, je fournis mes factures d'achat, mes factures de vente, et puis ils se débrouillent pour faire la déclaration de TVA. Ils me font un tableau de bord de temps en temps pour voir la santé de mon entreprise. C'est comparé au N-1 et éventuellement au N-2. Et puis à chaque fois que je vais porter mes factures, eh ben, je rencontre un peu, entre deux portes des fois, mais je rencontre ma comptable pour qu'on discute un peu des choses et d'autres. Et puis si j'ai une question, ils sont toujours là pour me répondre. Et voilà, c'est un bon appui, c'est un bon coup de main qu'ils me donnent de temps en temps, même si c'est tout à fait informel. Et c'est précieux d'avoir un comptable, un vrai comptable dans son activité. Alors une entreprise, c'est des clients, mais c'est aussi des fournisseurs, et il faut démarcher pour trouver des fournisseurs qui vous conviennent. Moi, j'ai un fournisseur en bois, c'est Ducrot-Bois à Clermont-Ferrand, qui me paye pas pour vous dire ça, mais c'est mon fournisseur chez qui j'achète peut-être pour 10 ou autour de 10 000 euros de bois par an, de bois et dérivés. Et puis après, j'ai Wurth, qui est un autre fournisseur. Et en fait, le choix des fournisseurs, ça dépend non seulement de ce qu'ils arrivent à vous fournir, mais aussi des conditions de paiement. C'est-à-dire, par exemple, chez Ducrot-Bois, je me fournis pendant un mois, et ensuite la facture est éditée en fin de mois, et elle est payable à la fin du mois suivant. Et ça me donne le temps, normalement, de finir le travail chez le client et d'encaisser la facture que je fais pour mon client. Et donc, voilà, ce délai est important, il est à discuter, il est à négocier. Et voilà, c'est important. Ce qui est important aussi avec les fournisseurs, c'est le rapport que vous aurez avec le représentant qui va venir dans l'atelier pour discuter le coût, pour présenter des nouveautés, pour faire des tarifs, pour boire un café, parce qu'on n'est pas des bœufs, hein, on boit un coup de temps en temps, et on discute, et on parle de choses et d'autres, et on prend l'air du temps de ce qui se passe dans la région, enfin dans votre quartier ou dans votre région, sur voilà, des nouvelles techniques, des nouveaux chantiers dont ils ont entendu parler, et voilà, c'est l'occasion de rencontrer ses fournisseurs et de tisser des liens, parce que même si je ne partirai pas en vacances avec eux, ça reste des gens qui sont tout à fait sympas. Et voilà, c'est important d'avoir un bon contact avec le fournisseur. Si le contact n'est pas tip-top, si vous n'avez pas confiance, changez de fournisseur et puis c'est tout. Moi, je trouve que c'est très très important d'avoir confiance en la personne qui vient ici, et c'est comme ça que ça se passe pas mal. Et ça marche dans les deux sens. Si vous avez été bien servi, ou au contraire, s'il y a eu un souci au niveau de la livraison, s'il y a eu voilà, un truc qui était abîmé, il faut que la confiance elle marche dans les deux sens pour dépanner en cas de problème. Et enfin, un petit mot sur YouTube quand même, parce que voilà, vous me regardez, vous me connaissez, tout ça. YouTube dans mon entreprise me rapporterait, je mets ça au conditionnel, beaucoup de travail. Simplement, j'ai pas le temps d'y répondre, et pour en arriver là, et pour en arriver à ce point-là, c'est des heures et des heures de l'énergie, c'est 2 ans passés à faire à peu près que ça, tout le temps, en permanence, en ayant toujours un peu YouTube en tête. Donc si vous créez votre entreprise, c'est pas vraiment le moment d'y penser. Vous pouvez bien sûr créer une chaîne YouTube, mais d'ici à ce qu'elle vous rapporte du boulot, c'est vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Et vous feriez mieux de vous concentrer sur le boulot, le vrai boulot qu'on vous demande de livrer. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Je ne veux pas vous décourager de lancer une chaîne YouTube. C'est une aventure formidable, mais qui prend un temps absolument monstrueux.
Moi j'y ai cru et j'ai bien fait d'y croire parce que ça marche. Mais voilà, c'est quelque chose d'absolument énorme à faire en plus. Moi je peux me permettre ce luxe quelque part parce que mon entreprise elle fonctionne, parce que mes clients ils m'appellent. J'ai enlevé le nom que j'avais sur mon camion pour passer un peu incognito dans les campagnes là, pour pas qu'on me demande du travail, parce que je peux pas l'honorer. Du travail, j'en ai jusqu'à Noël, et voire plus. Et sans que je fasse quoi que ce soit, le travail local m'appelle, enfin des gens se refilent mon adresse localement. Ça marche, c'est super bien, ça marche super bien. Et l'idée de lancer une chaîne YouTube en accompagnement de sa création d'entreprise, c'est un peu tendu, je pense. Hein. Vous n'aurez pas le temps de faire les deux, ou vous le ferez mal, quoi. Enfin, je sais pas, hein, après tout. Voilà, dans quelques jours, ma chaîne YouTube fêtera son 2e anniversaire, et oui, seulement 2 ans. C'est une aventure absolument formidable. Je vous prépare un petit montage, en l'occurrence de mes vacances, parce que j'aime bien aussi faire du montage. Donc je vous prépare un petit montage rapide de la Sardaigne. Donc vous aurez ça très très bientôt. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et bonnes vacances si vous ne les avez pas encore prises. Il serait juste temps, mais enfin allez-y maintenant, l'eau commence à refroidir. Allez, ciao!